qu'on ne doit pas faire le procès d'un procès. Ce procès a eu lieu, il a bien eu lieu, il a duré 4 semaines, il a été radiodiffusé, télévisé, ce qu'on a jamais vu dans les grandes démocraties qui aujourd'hui pensent infantiliser certaines nations, certains pays. Et ça, nous ne l'acceptons plus du tout. Je vais vous soumettre une épreuve, je vais m'en excuser, pour certains rébarbative, pour d'autres ennuyeuses, etc. Parce que je n'ai qu'un argument opposé à l'étude française, c'est l'argument des textes. S'il y a un volet politique, on pourra le voir par la suite, mais au départ, c'est une affaire qui est assise de bout en bout sur les textes, de loi notamment. Et si les textes sont pris pour ne pas être respectés, à ce moment, on fait le choix d'une société anarchique. Ça peut exister, société anarchique. Le Congo n'est pas une anarchie. Le Congo est un état de droit qui vit selon ses lois et que chacun doit respecter, quel qu'il soit, à l'intérieur comme à l'extérieur. La République du Congo dénie donc aux juges français le droit de connaître, sous quelque forme que ce soit, de cette affaire et considère qu'en s'obstinant à retenir sa compétence, la partie française porte gravement et profondément atteinte, ce qui est naturellement inacceptable par l'ensemble des Congolais qui sont ici, à la souveraineté de la République du Congo. En conclusion, messieurs, vous arrivez au bout de vos peines. Au plan strictement juridique, le maintien de la procédure de mots, autrement dit, la poursuite de l'information décidée par le magistrat chargé d'instruction au tribunal de grande instance de mots, ne se justifie pas, et ce, par les motifs qui viennent d'être énoncés, à savoir le jugement définitif des personnes présentement visées dans la procédure de mots par les juridictions compétentes de la République du Congo. Et l'autorité de la chose jugée, attachée à ces décisions, laquelle autorité s'impose aux juridictions françaises d'une part, et d'autre part par le fait que les conditions pour l'application des articles 689.1 et 689.2 sur lesquels se fonde le juge français ne sont pas réunis. Et ce, par le motif que lorsque commence cette procédure de mots, pouvait être bien après celle de Brazzaville, ni M. Norbert Dabira, officier général d'actif demeuré à Brazzaville, ni aucun autre suspect n'ont été retrouvés en France. Le fait que M. Norbert Dabira aurait une résidence secondaire en France, appelée à tort domicile, effectivement, le domicile n'est pas une résidence. C'est élémentaire pour les magistrats, pour les juristes. Donc, le fait que Norbert aurait une résidence secondaire en France, appelée à tort domicile, ne suffit pas pour que soit remplie la condition déterminante visée à l'article 689 1, à savoir se trouver en France au moment du déclenchement des poursuites. La décision du juge français de poursuivre cette procédure est donc un acharnement inacceptable qui vient d'être mis à découvert par le fait que des personnes autres que celles jugées à Brazzaville semblent être désormais citées, alors que le motif péremptoire retenu par le juge de mots était le fait qu'il y avait d'autres parties civiles qui ne s'étaient pas constituées
au cours du procès de Brazzaville. Complet de souligner que le juge de Brazzaville était saisi de l'ensemble des faits à l'égard de toutes les personnes susceptibles d'y avoir participé à quelque titre que ce soit, ce qui laissait aux victimes prétendues ou supposées le loisir de faire toutes les dénonciations utiles à charge pour le magistrat instructeur d'instrumenter. Le rebondissement de cette affaire de mots manifeste la volonté de nuire de ceux qui sont derrière cette lamentable et misérable procédure. Que le gouvernement congolais attend toujours la réponse du gouvernement français suite au mémorandum en date du 24 janvier 2011 relatif à certaines procédures pendantes devant les juridictions françaises et dans lesquelles la souveraineté de l'État congolais est gravement remise en cause. Mémorandum remis officiellement au garde des Sceaux, ministre de la Justice du gouvernement français, par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits humains de la République du Congo, au cours d'une audience qui lui a accordée à cet effet le 28 janvier 2011 à Paris, en présence du Conseil judiciaire de l'État du Congo et de l'ambassadeur du Congo en France. Que pour l'essentiel, le mémorandum remis au ministre français soulignait les points ci-après. Qu'ainsi, le maintien de la procédure de mots alors que les juridictions congolaises se sont déjà prononcées par des décisions désormais revêtues de l'autorité de la chose jugée et que de toute façon, elles demeurent toujours compétentes pour connaître de toute plainte liée à cette affaire, dite des histoires du but de Brazzaville, est inacceptable et constitue une atteinte grave et inadmissible à la souveraineté du Congo. Que le juge de Meaux, ayant lui-même reconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt définitif de la Cour criminelle de Brazzaville du 7 août 2005, devrait abandonner d'office ou sur réquisition du ministère public français toute poursuite pour cause d'extinction de l'action publique. Que le fait que des victimes non visées dans l'arrêt de la Cour criminelle de Brazzaville figurent dans la plainte à l'origine de la procédure de Meaux ne saurait faire échec à l'autorité de la chose jugée et par conséquent ne saurait justifier le maintien des poursuites. Que toutes les plaintes, même contre des personnes pouvant être visées comme auteurs ou complices, mais qui n'avaient pas été mises en cause dans la procédure de Brazzaville, ne peuvent être portées que devant les juridictions compétentes de la République du Congo. Que la compétence des juridictions françaises, telle que résultant des articles 689, paragraphes 1 et 2, est une compétence par défaut qui ne pouvait être mise en cause qu'en cas de défaillance du Congo. Ce qui n'est pas le cas et ce qui n'a pas été le cas dans l'affaire des disparus du Beach. Il n'y a eu ni inertie, ni impéritie, ni incurie des autorités judiciaires françaises. Que cette organisation de la société civile, œuvrant dans le domaine louable la défense des droits de l'homme, font montre d'un acharnement et d'un activisme irrépressible contre les autorités congolaises et instrumentalise la justice française afin de nuire à l'État congolais et à ses dirigeants. Que le gouvernement de la République du Congo, dont le pays a retrouvé le chemin de la paix, de l'unité, de la concorde nationale, de la stabilité et du progrès, estime qu'il n'est nullement dans l'intérêt de la France du Congo, pays ami lié par une longue et riche et fructueuse histoire commune, de laisser se développer à partir du territoire français d'une manière récurrente une entreprise publique de déstabilisation du Congo au seul motif qu'en France,
la justice et la presse seraient indépendantes au point de nier l'existence des autres États sans susciter la moindre réaction du gouvernement français. Vous avez suivi le ras-le-bol d'un Nfumu. Il n'en voudra pas de l'appeler ainsi. En présence d'un tel acharnement, toute évidence à caractère politique prononcé, soutenu par les autorités judiciaires et relayé par une certaine presse française, attitude qu'elle considère comme une agression permanente et systématique au relent colonialiste contre ses institutions et ses dirigeants, la République du Congo, État souverain et indépendant, depuis le 15 1960, membre de l'Organisation des Nations Unies, se réserve le droit, mais tous les droits, d'étudier toutes les modalités, d'une riposte graduelle, proportionnelle aux dommages causés à son crédit intérieur extérieur par ces attitudes d'une autre époque. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Monsieur le ministre, dans le cadre de ce procès-là, il n'y a pas eu il y a eu des victimes, il n'y a pas eu de coupables. L'État congolais a payé. Mais comment est-ce qu'un État peut amener à être payé quelque chose dont il n'a pas été fautif? Ça, c'est d'un. Et de deux, en vous écoutant, avec toutes les procédures qui se sont passées, comment se fait-il encore que, en connaissance de cause, les juges français aient quand même arrêté le général Babera? Il y a un flou qui fait qu'on ne comprend pas quelque chose. Est-ce qu'il y a eu un mécanisme qui a fait que la justice française aurait pu quand même l'interpeller? Ou est-ce que c'est délibéré au risque de créer des incidents entre le Congo et la France quand même? Ou entre la justice française et le Congo? Bon, merci madame. Je voulais vous dire que le pouvoir d'État est un. Il est un pour la fonction principale. La fonction législative, la fonction exécutive, ils sont nommés partout par le pouvoir d'État qui est unique. Ça, on se comprend. Il y a une division du travail au sein du pouvoir d'État, il y a la fonction législative, la fonction exécutive, la fonction judiciaire. Mais c'est toujours l'État au sommet qui régule. Il y a des intérêts qu'il doit gérer, sur lesquels il doit veiller. Et on ne peut pas imaginer qu'un juge, fût-il indépendant, fût-il puissant, remette en cause des relations d'un État avec un autre État sans qu'il soit rappelé à l'ordre par des mécanismes internes appropriés. Ce magistrat-là. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait un conseil sur la magistrature présidé par l'État si lui n'était pas partie prenante du fonctionnement de la justice? Je voulais dire cette question d'entrée de jeu. Revenons à votre interrogation tout à fait légitime. Pourquoi, alors que l'État n'a rien fait, l'État est condamné, il n'y a pas eu de coupable? Bien. Les infractions sont commises par des individus à titre personnel. Il faut démontrer par les moyens de droit que telle personne est coupable de tel comportement infractionnel. En matière pénale, on est arrivé à reconnaître aujourd'hui que même l'aveu n'est plus la reine des preuves. Parce que je peux avoir un crime pour protéger mon fils. On se comprend? Donc le juge procède par ce qu'on appelle l'intime conviction. Il y a un ensemble d'indices, de faisceaux, de vérifications, de rapprochements, des déclarations qui font que de cet ensemble-là, le juge tire sur l'intime conviction,
Parce que personne ne pourra avouer un crime. Ni vous ni moi. Personne ne peut avouer un crime. Dans ces conditions, la loi dit qu'en matière pénale, le juge reste maître de sa conscience. Et c'est pour ça que dans la Constitution congolaise, dans le code, on dit que le juge n'a pour guide que sa conscience et la loi. Et l'État, personne morale, ne peut pas être coupable d'assassinat tout de même. Est-ce qu'on imagine un État rassemblant 3 individus, prenant un seul, mettez-vous là, je peux voir, on passe aux armes. Ce n'est pas possible d'imaginer ça aujourd'hui. Ces statuts, il est puissance publique, il opère par réglementation. La loi, les décrets, les arrêtés, les circulaires administratifs qui prévoient une somme de choses. Mais en même temps, il est employeur. Or, l'employeur, quel État, est soumis au regard de responsabilité civile qui s'impose à tous les employeurs. Le fondement est double. Ce sont des mots qui sont simples, qui ne veulent rien dire. Le fondement, c'est ce qu'on appelle la culpa eligiendo. C'est-à-dire que lorsque l'État prend un fonctionnaire, au moins il fait ce choix-là, il commet une faute. Le fondement de sa responsabilité. Le deuxième, c'est la culpa vigilando. L'État manqué de vigilance et c'est ce qui nous intéresse. Quand il y a un fonctionnaire, par exemple l'État quelque part, on dit à l'État, vous l'avez recruté, vous saviez, très bien, il a fait des bêtises, ça vous de réparer. Vous l'avez recruté, vous ne l'avez pas surveillé, il a fait des bêtises, vous de réparer. Voilà la responsabilité civile de l'État qui apparaît au travers de l'action de ses services. Voilà pourquoi la Cour a dit le dysfonctionnement des services. Il n'y a pas faute pénale. On n'a pas vu quelqu'un au but étrangler un autre, poignarder un autre, fusiller un troisième. Mais les gens ont disparu. On n'a pas pris quelqu'un avec des mains d'un cadavre sur le champ, là, sur le terrain. Mais l'État était là. Il a le devoir immanent de gérer la liberté, la sécurité des citoyens. Là, ça a manqué, l'État a fait défaut. Voilà pourquoi le juge retient la responsabilité de l'État. Deuxièmement, pourquoi malgré tout ceci, le juge français continue? Mais oui, c'est... Bon, on n'existe pas pour lui. C'est tout. On n'est pas un pays souverain. C'est quoi quelqu'un noir en Afrique centrale là-bas? Il y a plein d'explications. C'est le mépris. C'est le mépris. Il faut leur dire de ma part. C'est le mépris. On peut comprendre que un État souverain qui a sa justice, qui rend un jugement devant tout le monde, et ils ignorent ça. Est-ce que moi je pourrais le faire vis-à-vis de la justice française? Vous imaginez ça? Pensez que moi je peux aller à Paris, plutôt ici, dire ah mais vous avez jugé là-bas un Français qui a commis des délits contre le Congo et là-bas vous avez mal jugé, on le juge ici. Mais il va y avoir de... Je n'imagine pas ce qui pourrait se passer. C'est une attitude politique de mépris. Deux petites préoccupations à soumettre au ministre d'État. La première, pour ceux qui suivent l'actualité, le général Jean-François Ndengue était interpellé en France pour les mêmes faits. Et quelques heures après sa détention ou son interpellation, il était relâché. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement du Congo ne peut pas explorer les mêmes pistes qu'il avait utilisées pour libérer Jean-François Ndengue en faveur du général de division Norbert Dabira? Ça, c'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation, monsieur le ministre d'État, vous avez eu à rappeler quelques dispositions qui ont été violées par le juge français dans la résolution de cette affaire. Bon, j'avoue que je n'ai pas du tout de maîtrise pour le domaine judiciaire, mais je ne sais pas si cela est possible. Est-ce que pour éviter que cette affaire n'aille des rebondissements, il n'est pas souhaitable que les deux gouvernements s'asseyent
pour que justement le gouvernement congolais trouve l'occasion de rappeler aux juges français les bavures qu'il est en train de commettre dans cette affaire. Je vous remercie. Dabira est libre, doit mettre en Chine en ce moment, semble-t-il. Vous avez raison de poser cette question de cette manière. Ça rejoint mon propos liminaire. Je pourrais le synthétiser par la notion de la raison d'État. La raison d'État. De mémoire de... Moi, dans une vie antérieure, j'étais magistrat. Je n'ai jamais eu une cour d'appel siéger la nuit à Paris. Ils ont été réveillés la nuit, ils ont mis leur toge, ils dormaient le magistrat. Mais où était l'indépendance à ce moment-là? Donc il suffit au gouvernement français de dire un mot pour que selon la Bible, là, que tout le monde soit guéri. Ndengue, ils se sont réveillés la nuit, les hauts magistrats, la cour d'appel, la chambre d'accusation. Ils ont mis leur torche rouge écarlate, ils ont siégé de nuit. Ensuite, Ndengue de nuit. C'est la même France, non? Ça a changé. C'est le même français, non? Vous voyez que, au fond, votre question est tout à fait pertinente, mais je dis que cette affaire-là est politique. C'est l'activisme. L'activisme. Mais je vous dis ceci. Ne vous faites jamais agneau parce que le loup vous mange. Sur le reste, mais j'ai rappelé que nous avons déposé, le conseiller, moi, un mémoire, depuis 2 ans, quelques mois. Nous l'avons mis en main propre, comme on dit, au garde des Sceaux de la France. 2 ans et demi, on attend. Cette démarche a été faite. Ce que j'ai lu là, ils l'ont sur le bureau depuis 2 ans. Ce n'est pas nouveau. J'ai actualisé, mais il faut l'essentiel. Ce que j'ai dit là, on leur a dit de visu à Paris, de vive voix, dans ce bureau, place Vendôme. Je ne sais pas à quel étage, 2e étage. On leur a remis ça au garde des Sceaux français. En tant qu'ils réagissent, on va les relancer. Puis ils ont relancé l'affaire. Nous relançons notre mémoire. Vos derniers propos, c'était un peu fort lorsque vous avez donné un caractère politique à cet acharnement. Je voulais avoir plus d'éléments là-dessus. S'agit-il d'un acharnement de la diaspora congolaise installée en France ou de la France qui s'acharne contre le gouvernement congolais ou les hommes politiques congolais? Je ne dis pas qui s'acharne, je constate qu'il y a un acharnement. Maintenant, si l'acharnement devait venir de la diaspora, ce serait désespérant pour le pays. Parce que la politique du Congo devrait se concevoir ici, se bâtir ici, se mener ici, se réaliser ici. Ce n'est pas au pied de la Tour Eiffel sur les bords de la Seine, que je sache. Est-ce que dans ce pays, quelqu'un peut se lever dans cette salle ou en deux cette salle, me donner un nom d'un prisonnier politique? 2, c'est compliqué. Un nom de détenu politique au Congo. Je ne demande pas 2. Ça fait déjà multiple, c'est facile à réaliser. 1 plus 2, ça fait beaucoup. Mais un nom d'un détenu congolais politique. Et depuis 1979, sortez-moi le nom d'un détenu politique depuis que ça soit aux affaires. Moi, je l'ai côtoyé un peu à l'époque. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu un détenu politique à la milieu de 1979. Vous écrivez à longueur de journée, je ne sais pas quoi. Mais donnez-nous un nom, ce n'est pas compliqué. La seule personne qui était condamnée à l'époque pour les faits de juillet 82, les bombes de Maya Maya et du cinéma, je ne sais pas quoi, cinéma Star, il y avait Personnam, il y avait Tisté Tchikaya, qu'on a eu sursis d'ailleurs, Rindala Graï.
cette liberté politique, mais en plus, ce n'était pas établi d'après. Mais il était condamné. Mais il est là pour être ministre. Vous vous souvenez plus? Bon, si c'est la diaspora, c'est une erreur. Si c'est le gouvernement français, puisque le gouvernement français dit que les juges sont indépendants là-bas. Les médecins sont indépendants en France. Dit, ah, mais la preuve, voyez, oui, ça s'attaque aux dirigeants ici, mais oui, ça s'attaque aux dirigeants en se fondant sur la loi. Je ne conteste pas aux juges français des compétences sur les affaires du Congo ou sur les Congolais. Ce que je lui conteste, c'est le fait qu'il le fait sans fondement juridique. Mais il n'y a pas de texte qui habilite le juge français, dans les cas d'espèce, à se déclarer compétent, instrumentaliser cette affaire-là, instrumenter exactement, c'est pas le mot, dans cette affaire-là. Et il n'y a pas de texte, mon plan cela. Et je dis que c'est un acharnement parce que non seulement l'affaire a été jugée, mais encore, cette compétence, je défie le juge français de me dire sur quel texte il se fonde pour poursuivre cette procédure. Et puis, cher ami, est-ce qu'il est normal que dans un pays, la justice soit dite ailleurs? C'est tout ce qui nous reste. C'est tout ce qui nous reste. Le bois peut partir, le pétrole peut partir, je ne sais pas, mais qu'on use au moins la justice, au moins ça. Au moins ça. Si nos frères sont jugés ailleurs, en dehors d'ici, nous cessons d'exister. Et puis, regardez les autres. Mais enfin, d'abord, je vous anticipe un peu, mais puisque je suis sur cette lancée-là, la grande démocratie au monde, la plus grande, c'est quand même quelque part les États-Unis, non? Eh bien, ils ont formellement interdit à qui que ce soit de juger un Américain. Mais bien sûr. Interdiction de jeunes Américains à l'étranger. Ils ne sont pas partis au traité de Rome. Ils ne sont pas la CPI, mais néanmoins démocrates. Néanmoins démocrates. Donc nous, on veut que nos enfants, nous, soient jugés par... Franchement, laissez-nous au moins ça. Ça nourrit au moins l'esprit. Autre question. Mon inquiétude est que cette affaire, on se rend compte que ça va de rebondissement en rebondissement. Et à ce qu'on en sache, il y a eu 85 familles qui ont été dédommagées sur les 350. Est-ce que cela n'explique pas de rebondissement de cette affaire? Moi, je ne les ai pas vus, ni la cour. Et pendant 4 mois, pendant 4 semaines, donc un mois, je l'ai dit, ce procès s'est déroulé ici aux yeux et au vu de tout le monde. Et on a eu que 84, 45 victimes. 350, ce sont les chiffres, c'est ça. Bon, c'est vrai que la CI n'a pas les moyens de s'informer, on n'est pas au top, je ne sais pas quoi. Mais tout ce qui est l'étranger est gobé ici. Et dès que l'étranger parle d'une chose, on s'illumine là, on est 350. Mais écoutez, ça c'est la charge de l'opposant, des adversaires. Un procès comme celui-là, il faut y mettre une charge émotionnelle, 350. C'est fort. Disparu au beach. Personne n'a jamais pu mettre le nom sur un visage dit. Par contre, je peux vous le dire sous la forme de mes doubles serments, la liste que j'ai des personnes prétendument disparues, il y en a qui sont à Bruxelles, au Canada, même ici à Congo, à Pointe-Noire. Ils existent à Pointe-Noire, voilà. Monsieur Emmanuel Yoka, croyez-vous à l'indépendance de la justice française? Et comment concevez-vous la séparation des pouvoirs?
Tout le monde ici a un respect religieux pour Montesquieu. C'est un grand seigneur qui a dit il faut que le pouvoir arrête le pouvoir pour faire l'équilibre des pouvoirs. C'est le principe. Et puis on a... Je vais prendre une métaphore, chère madame. Quand vous prenez ce saucisson à l'ail, vous le coupez en 3, 4, 5 tranches. Dites-moi quel est le morceau qui aurait un goût différent que l'autre. Voilà. C'est la séparation du pouvoir, c'est ça. L'indépendant magistrat, oui. Le magistrat doit être indépendant. Cela, monsieur, on n'écrit pas. Ça tient de la fonction elle-même. La fonction de juger suppose que celui qui en est investi soit indépendant dans sa conscience. Vous n'accepterez jamais, si on vous nomme madame arbitre pour gérer une affaire de quartier, que quelqu'un donne des ordres. Ça, on peut l'écrire. L'indépendant magistrat est attaché à la fonction de juger. Ça ne veut pas dire que c'est un laisser-passer pour faire n'importe quoi, contre n'importe qui, dans n'importe quel pays. Vous avez lu ça quelque part comme ça? Le juge indépendant, ça veut dire qu'il doit être... Il ne doit pas être soumis à toute sorte d'influence, qu'elle soit parentale, qu'elle soit sociale, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit financière. Hélas, là je pense à la corruption. Tout ça, on suppose que le juge est dans une espèce de bulle où ces forces négatives, comme on dit quelque part dans notre zone, n'atteignent pas sa conscience. Le juge doit être libre. Les éléments sont mis à sa disposition, il apporte son jugement. Vous croyez que les Tankewa, les Mbongo Flaviens, etc., n'étaient pas indépendants? Ils étaient indépendants. Il n'y a pas de loi écrite, vous avez la coutume. Tradition, depuis les ancêtres, c'est à fait on juge comme ça, on applique ça. S'il ne le fait pas, il n'est plus indépendant. Donc le jour demande seulement qu'il applique la loi avec sa conscience. Oui, les magistrats sont indépendants par nature, par vocation et par déterminisme philosophique. Ils sont indépendants. À votre avis, monsieur le ministre, est-ce que la notion de compétence universelle dont se réclame la justice française est-elle pour vous une fiction juridique ou une réalité? La compétence universelle est une réalité. Elle est une compétence dérivée de l'inaction d'un gouvernement. C'est seulement lorsque dans un pays, les crimes pour lesquels cette compétence est prévue se commettent et ne sont pas poursuivis, que la CPI intervient, que Paris intervient. C'est une compétence par défaut. Il faut qu'on soit en face d'un gouvernement qui ne punit pas ces faits-là. Mais tout à l'heure, je viens de faire attention aux dates. Nous avons poursuivi avant les juges de mots. Donc, il n'y a pas eu ici, je l'ai dit en 3 mots, il n'y a pas eu d'abandon de procès dans cette affaire-là. Il n'y a eu ni incurie, ni inertie, ni impéritie, ni atonie, tout ce que vous voulez, de juridiction française. On s'est déclaré compétent, on a siégé, on a nommé un juge qui a mis une enquête. Quand c'est comme ça, la compétence universelle disparaît, se dissout. Elle n'est fondée que lorsqu'il y a défaut de justice, dans le cas où les infractions qui fondent sa compétence ont été commises dans un pays et que dans ce pays, les juges soient restés inertes. Voilà. C'est une compétence subsidiaire. C'est comme moi. J'étais fier de mes affaires étrangères. Dès que Kouvé est venu, j'ai disparu. C'est la même chose. Et dans votre mot tout à l'heure, vous avez dit qu'au sortir de ce procès des disparus du Beach, il n'y avait pas de condamnés et que les familles ont été dédommagées. D'après comment, si ce n'était pas là, un meilleur culpa de la part de l'État qui ne disait pas ça. La deuxième question est la suivante. Que pensez-vous des propos du général Norbert Davira qui dit sur une chaîne étrangère juste après sa libération: aujourd'hui, mes avocats peuvent
avoir accès au dossier et nous pouvons maintenant aller au fond. Merci. Sa responsabilité est civile, j'en ai rappelé les fondements essentiels. C'est la même chose que votre responsabilité de votre enfant mineur. Si vous avez un enfant mineur qui assassine, bon, non, disons, qui vole, voilà, qui vole un gâteau, il n'est pas en prison parce qu'il est mineur. Mais vous payez le gâteau. Vous payez le gâteau, responsabilité civile fondée sur l'élément, défaut de surveillance de votre enfant. Défaut de vigilance, vous laissez l'enfant traîner, y compris pour les animaux. Si votre chien mord le voisin, vous payez. Sauf si vous voulez mettre votre chien en prison. Donc c'est le même fondement, l'État, le particulier, les animaux qu'on soit garde, les choses soit garde. Tout ça, c'est le même fondement, défaut de choix lorsqu'on recrute, défaut de vigilance lorsqu'on exécute. Ça, les deux piliers de la responsabilité civile. Et l'État est la preuve. Je n'ai pas ouvert une brèche. On a un procès là, dans nos murs, 4 mars. L'État a payé. Il continue à payer. Ce sont ces arsenaux. Ces gens mal gérés le truc. L'État est responsable. Civilement, j'entends. Pénalement, non. Pénalement, on cherche, là, les juges s'interrogent les gens, qui a mis le feu, qui n'a pas mis le feu. Ça, c'est différent. Mais avant d'arriver là, le juge de l'État, toi, ils sont des gens, toi, ils ont commis des fautes, tu me dédommages, puis l'État répare. Et puis il se retourne contre son agent dans ce qu'on appelle une action récursoire. Donc ce n'est pas, ça c'est pas un propos. L'État mea culpa, oui, mais il n'est pas mea culpa. Il est automatiquement d'office, obligatoirement responsable de dysfonctionnement des services. Et quand il dédommage, il se tourne contre ses agents. Toi, tu avais fait quoi? Tu as une faute, tu es licencié, je ne sais pas quoi. Mais avant, l'État doit dédommager les citoyens. Monsieur le ministre, le général Dabira est mis en examen, ce qui suppose qu'il peut être appelé par la justice française au moment où la mise en examen va peut-être être. Mais est-ce qu'il se présentera ou il ne se présentera pas? C'est une affaire trop sérieuse, mais enfin, il faut quand même détendre un peu l'atmosphère, il ne faut pas être crispé. Dabira est un avocat que je connais, Maître Cathy Richard, qui doit être même ici à Brazzaville en ce moment, mais peut-être qu'il est parti rapidement à Paris pour cette affaire. Quand vous sortirez d'ici, je le dis solennellement, au nom du gouvernement, dites partout que nous avons dit tout ce qui se fait en France est nul et de nul effet. Y compris les gesticulations de mots là. Dabira ne peut pas être poursuivi. Que les gens s'attendent à ça. C'est nul et de nul effet. Si j'ai le cas de leur dire ça à Paris, je leur disais sur place, dans le blanc de l'œil, c'est nul et de nul effet. Il n'y a pas de procès Dabira, pas de procès. Il n'y a plus de procès. Est-ce que vous comprenez, vous, les députés de Brazzaville? L'affaire est terminée depuis 6 ou 7 ans. Elle est enterrée, classée. De toutes les manières, vous devez savoir qu'une affaire qui est jugée définitivement, et nous en parlons parce que c'est politique. Parce que ce que nous faisons là, c'est pour nous conduire à une infraction grave. Parler d'une affaire qui est déjà jugée est une forfaiture. Moi, je peux être poursuivi. C'est interdit. Quand on a fait des jeux, on ne peut plus, même en rêvant, on cherche dans le... Ça ne va pas venir. Donc, dites à vos journaux, à vos amis, d'ici d'ailleurs, nous regardez, pour lui, il n'y a plus d'affaires.